Lors du gala de charité, ma femme s'est levée et a porté un toast à son amant devant 300 personnes. Elle a dit qu'il était l'homme qui savait vraiment comment traiter une femme. Je n'ai pas fait de scène. Je suis simplement parti et j'ai commencé à tirer les ficelles. En quelques jours, la fondation qu'elle dirigeait faisait l'objet d'une enquête. Il s'est avéré qu'elle volait depuis des années. Je m'appelle Loren Stroman. J'ai 59 ans. Et depuis 22 ans, je suis l'un des investisseurs en capital risque les plus prospères de la Silicon Valley. J'ai financé 17 licornes, dont 3 sont entrées en bourse et m'ont rendu plus riche que je n'aurais jamais eu besoin de l'être. Mais l'argent n'a jamais été le but. Le but était de construire quelque chose qui comptait, de soutenir des esprits brillants qui pouvaient changer le monde. C'est pourquoi j'ai créé la Fondation Innovation Forward il y a 19 ans. Je voulais donner aux enfants des communautés sous-représentées une véritable chance de faire carrière dans l'estime. Des enfants qui avaient l'intelligence mais pas les relations, la motivation mais pas les ressources. Je l'ai construite de manière totalement désintéressée. Je l'ai structurée à travers un réseau complexe de fiducies et de SARL qui maintenait mon nom enfoui profondément dans la paperasse. Je ne voulais pas la reconnaissance. Je voulais des résultats. Cassandra, ma femme depuis 27 ans, est devenue le visage public presque immédiatement. Elle était parfaite pour ce rôle. Charmante, photogénique, douée avec les donateurs. Elle savait charmer une assemblée comme nulle autre. Au début, j'ai trouvé ça génial. Elle gérait les projecteurs pendant que je m'occupais de la stratégie. Un partenariat. Sauf qu'à un moment donné, elle a commencé à croire à ses propres communiqués de presse. À penser qu'elle était l'architecte au lieu de l'ambassadrice. Elle a commencé à prendre des décisions sans me consulter, à faire entrer de nouveaux membres au conseil d'administration que je n'avais jamais approuvé, à restructurer des programmes que j'avais mis des années à développer. Et puis est arrivé Brett Fontaine. Il a débarqué il y a environ 3 ans en tant que consultant stratégique, après que notre conseil d'administration eut explicitement rejeté sa proposition de service de lobbying d'entreprise. Trop agressif, trop peu éthique, avait-il dit. J'avais personnellement signé ce rejet. Mais Cassandra l'a fait revenir par une porte dérobée, lui a donné un rôle de conseiller qui, d'une manière ou d'une autre, s'accompagnait d'une adresse email de la fondation, de privilèges de voyage et d'un accès à notre réseau de donateurs. J'ai laissé passer. J'ai fait confiance à son jugement. Grosse erreur. Le gala à 15 millions de dollars a lieu dans 2 jours. C'est censé être notre événement phare de l'année, célébrant l'innovation et l'opportunité. Le lieu est réservé, les sponsors confirmés, les médias prévus. 300 des personnes les plus influentes de la technologie et de la philanthropie seront là. Ce qu'aucun d'entre eux ne sait, ce que même Cassandra ne sait pas, c'est que je suis le donateur numéro 217, le bienfaiteur anonyme qui finance 73% du budget de fonctionnement de la fondation depuis 19 ans. Le fantôme dans la machine. Je suis assis dans mon bureau à la maison en ce moment, regardant une enveloppe arriver ce matin. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec les résultats d'un test ADN et une clé USB. Les résultats confirment ce que la lettre anonyme affirmait, Philippe, mon fils aîné, n'est pas biologiquement le mien. La clé USB contient 3 ans de dossiers financiers montrant un détournement de fonds systématique de la fondation. Et demain soir, ma femme va monter sur une scène que j'ai payée et porter un toast à l'homme qui l'a aidé à voler l'organisation que j'ai construite. Elle ne sait juste pas que je serai en train de regarder. La salle de bal du Fairmont scintillait comme un écrin à bijoux. Des lustres en cristal que j'avais personnellement sélectionnés projetaient une lumière chaude sur 300 visages en costume de créateurs et robes de soirée. Le 10e gala annuel de la Fondation Innovation Forward. Ma création, ma vision, mon argent. Bien que seulement 3 personnes dans cette salle connaissent ce dernier détail. Je me tenais près du fond, délibérément positionné là où l'éclairage était tamisé. En smoking, sans éclat, juste un visage de plus dans la foule. C'est ainsi que j'ai toujours préféré. Cassandra disait que je manquais de prestance. Ce qui me manquait, c'était le besoin d'applaudissements. Le programme se déroulait sans accroc. Le dîner était terminé, les discours prononcés, les chèques signés. La soirée aurait dû toucher à sa fin. Au lieu de cela, Cassandra se leva de la table d'honneur et tapota sa flûte de champagne avec un sourire étudié qui, autrefois, me serrait la poitrine. Maintenant, il me fatiguait simplement.
Si je pouvais avoir votre attention à tous, lança-t-elle. Sa voix portait cette chaleur performative qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Je sais que nous avons déjà entendu de merveilleux discours ce soir, mais je dois prendre un moment pour quelque chose de personnel. La salle se tut. Je restai parfaitement immobile. Elle fit un geste vers l'homme à côté d'elle. Brett Fontaine se leva, ajustant sa veste de smoking qui était juste un peu trop serrée aux épaules. Il avait ce regard avide d'un homme qui pensait avoir enfin atteint la cour des grands. Cette fondation a changé tant de vies, poursuivit Cassandra, sa main trouvant le bras de Brett. Mais elle ne serait pas ce qu'elle est sans le dévouement inlassable de personnes qui comprennent vraiment ce que signifie servir. Brett a été mon rock, mon partenaire dans tous les sens du terme, et ce soir, je veux le reconnaître publiquement. Elle leva son verre plus haut. Les caméras de 3 chaînes de télévision locales pivotèrent pour capturer l'instant. À l'homme qui sait vraiment traiter une femme comme il se doit, dit-elle, les yeux rivés sur le visage de Brett. À l'homme qui me voit vraiment, m'estime à ma juste valeur et se tient à mes côtés pour construire quelque chose qui compte. À Brett Fontaine. Les applaudissements commencèrent immédiatement, d'abord clairsemés, puis de plus en plus nourris. Brett l'attira dans une étreinte qui dura 3 secondes de trop pour être une simple courtoisie professionnelle. Elle rit contre son épaule, radieuse, victorieuse. Je n'ai pas bougé, pas cligné des yeux, j'ai juste regardé 300 personnes célébrer ma femme revendiquant publiquement un autre homme lors d'un événement que j'avais financé à hauteur de 15 millions de dollars au cours de la dernière décennie. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Sans hésitation, sans faire de scène. J'ai simplement posé mon bourbon intact sur le plateau d'un serveur qui passait, boutonné ma veste et me suis dirigé vers le foyer en marbre. Mes pas résonnaient dans le silence soudain du couloir. « Monsieur Drummond, monsieur, attendez s'il vous plaît. » Je reconnus la voix. Gérald Hutchkin, le président du gala, ancien vice-président de Google, membre actuel du conseil d'administration, un administrateur généralement compétent. Il sortit de la salle de bal presque en courant, le visage pâle malgré l'effort. Je m'arrêtai au stand du voiturier, mais ne me retournai pas. « Monsieur, dit-il, légèrement essoufflé. S'il vous plaît, je ne savais pas. Je jure devant Dieu que je ne savais pas qu'elle allait. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « S'il vous plaît, ne retirez pas le financement. La fondation a besoin de vous. Les enfants que nous aidons ont besoin de vous. » Je tendis mon ticket au voiturier, puis regardai enfin Hutchkin. Il transpirait malgré l'air frais du soir. « Gérald, dis-je tranquillement, consultez vos emails dans exactement 12 minutes. Vous y trouverez un avis formel du donateur 217 demandant la suspension immédiate de tous les versements en attendant un examen éthique. » Son visage passa de pâle à gris. « Monsieur, nous avons 3 semaines de capital de fonctionnement. Si vous suspendez. Alors vous avez 3 semaines pour découvrir où 2,3 millions de dollars de fonds de la fondation ont disparu au cours des 36 derniers mois. » Je fis une pause alors que ma voiture arrivait. « Ou vous pouvez demander à Cassandra. Je suis sûr qu'elle aura une explication très convaincante. » Je suis monté dans la voiture et je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, j'ai entendu Gérald dire quelque chose, mais la portière se fermait déjà. En nous éloignant, je pouvais voir l'enseigne du chapiteau encore illuminée, Fondation Innovation Forward. Construire les leaders de demain, aujourd'hui. Demain, ils apprendraient qu'il avait réellement construite. Et qui était sur le point de tout démolir. La maison était sombre quand je suis rentré. Pas surprenant. Cassandra célébrerait son moment de triomphe pendant des heures, probablement dans un bar à 20 hors de prix avec Brett et tous les flagorneurs désireux de se prélasser dans sa gloire. Je me suis garé dans l'allée circulaire et je suis resté assis un moment, le moteur crépitant en refroidissant, regardant l'endroit que nous avions construit ensemble il y a 23 ans. Correction, l'endroit que j'ai construit. Elle avait choisi les meubles. À l'intérieur, je suis allé directement à mon bureau et j'ai fermé la porte à clé. Le coffre-fort mural derrière le tableau de Rothko contenait ce dont j'avais besoin. J'ai sorti le portefeuille en cuir que j'assemblais depuis 6 mois. Depuis que Tyler avait mentionné quelque chose d'étrange à propos des finances de la fondation lors d'une conversation au dîner de Noël. Tyler, mon plus jeune, 23 ans, terminant son MBA à Stanford, vif comme l'éclair. Il avait fait un stage dans une société de capital risque l'été dernier et avait examiné certaines des déclarations fiscales publiques de notre fondation pour une étude de cas.
il avait trouvé des divergences qui n'avaient pas de sens, des achats d'équipements qui semblaient gonflés, des honoraires de conseil qui dépassaient les normes de l'industrie de 300%. Je lui avais dit que j'allais y jeter un œil. Ce que je ne lui avais pas dit, c'est que je le faisais déjà discrètement depuis 8 mois auparavant. Le portefeuille contenait tout. Des relevés bancaires montrant des virements vers des sociétés écrans dans le Delaware et le Nevada. Le véritable historique d'emploi de Brett Fontaine, y compris une interruption de 4 ans qui s'est avérée être un séjour en prison fédérale pour fraude sur les valeurs mobilières sous son nom de naissance, Brett Gilmore. Des chaînes de mails entre Cassandra et Brett discutant des opportunités de revenus et de la monétisation des relations avec les donateurs. Des factures pour des services jamais rendus. Et les résultats ADN posés dessus, comme la cerise sur un gâteau empoisonné. J'avais des soupçons sur Philippe depuis des années. La façon dont Cassandra changeait toujours de sujet quand je mentionnais à quel point il était différent de Melissa et Tyler. Comment elle avait été distante toute cette année avant la naissance de Philippe. Comment elle avait passé des mois à rendre visite à sa sœur à Boston alors qu'elle était à peine visiblement enceinte. Le test l'a confirmé. Le père biologique de Philippe était James Ashworth, mon ancien partenaire commercial au sein de la société de Capital Risk. James, qui est mort dans un accident de ski à Aspen il y a 15 ans. James, avec qui Cassandra avait travaillé en étroite collaboration pendant nos premières années, à l'époque où nous étions tous jeunes, affamés et assez stupides pour penser que le succès venait sans conséquence. L'aimait-elle? Avait-elle l'intention de me quitter? Je ne le saurais jamais. James a emporté ses réponses avec lui sur cette piste noire. Mais Philippe était son fils, pas le mien. 28 ans d'anniversaire, de remise de diplôme, de leçons de conduite, de paiement de la faculté de droit de Yale. Et rien de tout cela n'avait d'importance parce que le postulat de base était un mensonge. J'aurais dû être en colère. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange sorte de clarté. Ce n'était pas une question d'émotion. C'était une question d'intégrité structurelle. On ne répare pas un bâtiment avec des fondations pourries. On le condamne et on recommence. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Gérald Hutchkin. Réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée pour 9 h demain matin. Veuillez reconsidérer. Nous pouvons arranger ça. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et accédé au système de gestion des donateurs de la fondation. Mes identifiants fonctionnaient toujours. Cassandra n'avait jamais pensé à me bloquer l'accès au système que j'avais conçu. Négligent. Son arrogance avait toujours été sa faiblesse. J'ai ouvert le profil du donateur 217. Bienfaiteur anonyme. Contribution totalisant 15,3 millions de dollars sur 19 ans, structurée à travers une chaîne de fiducie qui prendrait des mois à un expert comptable pour être démêlée. Mais l'interrupteur d'urgence était simple. J'ai cliqué sur « Suspendre toutes les donations récurrentes ». Puis j'ai rédigé un email au conseiller juridique du conseil d'administration, en joignant un fichier compressé marqué « Irrégularité financière ». Urgent. Le fichier contenait des copies de tout ce qui se trouvait dans mon portefeuille. Tout, sauf les résultats ADN. Cette révélation viendrait plus tard, quand elle ferait le plus mal. L'email est parti avec un léger sifflement. Je me suis versé 2 doigts de Macallan et je me suis approché de la fenêtre. Les lumières de la ville s'étendaient en contrebas. Des millions de personnes vivant leur vie, totalement inconscientes que dans cette maison, à cet instant, je démantelais systématiquement tout ce que ma femme pensait avoir construit. Elle voulait les projecteurs, les applaudissements, les accolades, l'adoration du public. Très bien, qu'elle les ait. Qu'elle se tienne dans cette lumière pendant que je retirais chaque poutre de soutien sous ses pieds. Au matin, le conseil d'administration saurait. L'après-midi, les médias tourneraient en rond. La semaine suivante, les enquêteurs fédéraux poseraient des questions sur ces sociétés écrans. Et Cassandra comprendrait enfin que l'homme qu'elle qualifiait d'ennuyeux, de trop calculateur, de manquant de spontanéité. Cet homme-là avait eu 10 coups d'avance depuis le début. J'ai levé mon verre à mon reflet dans la fenêtre. À l'architecte, dis-je doucement. Celui que personne n'a vu venir. La réunion d'urgence du conseil d'administration a commencé sans moi. Je l'ai regardé à distance depuis mon bureau à la maison. Caméra éteinte, microphone coupé, juste un autre participant anonyme dans la grille vidéo. Il ne savait pas que j'étais là.
Ils ne l'ont jamais su. Gérald Hutchkin semblait avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre, ses lunettes de lecture glissant sur son nez tandis qu'il feuilletait des documents imprimés. La salle de conférence du siège de la fondation était bondée. Les 12 membres du conseil étaient présents, ainsi que le conseiller juridique et la directrice financière, Amanda Price. Allons droit au but, dit Gérald, la voix rauque. À 23h47 hier soir, le donateur 217 a suspendu tout financement indéfiniment. Cela représente 71% de notre budget de fonctionnement annuel. La salle a explosé. Les questions se chevauchaient, les voix s'élevaient dans la panique. Comment est-ce possible? Peuvent-ils se retirer sans préavis? Qu'en est-il des accords de subvention? Amanda leva la main et la salle se tut. Elle était douée en temps de crise, je dois lui accorder ça. Ancienne directrice financière de Cisco, je l'avais engagée il y a 3 ans précisément parce qu'elle était minutieuse et ne se laissait pas intimider par la politique du conseil. L'accord avec le donateur inclut une clause autorisant une suspension immédiate si le donateur perçoit une violation des normes éthiques ou de la responsabilité fiduciaire, dit-elle. C'est blindé. Nous l'avons signé il y a 19 ans. Quelle violation? Demanda quelqu'un. Que s'est-il passé? Le visage de Gérald raconta l'histoire avant ces mots. Le donateur 217 a également envoyé un dossier à notre conseiller juridique. Il contient des preuves d'irrégularité financière remontant à 36 mois. Des sociétés écrans recevant des fonds de la fondation, des facturations gonflées, un possible détournement de fonds. Le silence fut absolu. De combien parle-t-on? Demanda tranquillement un membre du conseil. Un examen préliminaire suggère 2,3 millions de dollars. Plus de silence, puis le chaos. Je regardais le visage de Cassandra sur le flux vidéo. Elle participait de chez elle, les cheveux parfaits malgré leur matinale, assise dans ce qui était autrefois leur bureau commun. Elle parut confuse, puis alarmée, puis calculatrice. Je pouvais pratiquement voir son esprit travailler, essayant de trouver comment présenter les choses à son avantage. C'est clairement un malentendu, dit-elle, la voix douce. Notre comptabilité a toujours été transparente. S'il y a des questions sur les paiements des fournisseurs, je suis heureuse d'eux. Le dossier inclut des communications par email entre vous et Brett Fontaine, l'interrompit Amanda. Froide, factuelle. Discutant de maximiser l'extraction de revenus et de l'allocation créative des fonds. Vos mots, Madame Drummond. Le visage de Cassandra se figea. J'aimerais parler en privé avec le conseiller juridique, dit-elle. Ce n'est pas comme ça que ça marche, répondit Gérald. Nous avons dépassé le stade des conversations privées. Le donateur a exigé un audit jury comptable complet. Nous avons engagé Morrison et Associates pour mener l'examen. Qui est le donateur 217? Demanda quelqu'un. Ne pouvons-nous pas simplement leur parler directement? Expliquer la situation? Le donateur souhaite rester anonyme, dit Gérald. Cela fait partie de l'accord initial. J'ai presque souri. Presque. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tyler. Papa, qu'est-ce qui se passe? Mélissa vient de m'appeler en panique. La fondation de maman est en train d'imploser sur Twitter. Puis Mélissa. Papa, s'il te plaît, appelle-moi. Je n'arrive pas à joindre maman. Les gens disent qu'elle a volé de l'argent. Puis enfin, celui que j'attendais. Papa, c'est Philippe. Nous devons parler. Quelque chose ne va pas. Philippe. Mon fils qui n'était pas mon fils. L'aîné, le plus brillant, celui qui avait suivi mes pas dans la finance et les affaires. Celui qui ne me ressemblait en rien parce qu'il n'était pas de moi. Je devrais le rappeler, lui expliquer, le préparer à ce qui allait arriver. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes emails et trouvé le message que j'avais rédigé 3 semaines plus tôt. Celui adressé à mes 3 enfants. Celui qui commençait par « Il y a des choses que vous devez savoir sur votre mère et moi ». Mon doigt planait au-dessus du bouton « Envoyer ». Pas encore. Cette bombe a nécessité un meilleur timing. Laissez la fondation s'effondrer d'abord. Laissez Cassandra se démener pour contrôler le récit. Laissez-la appeler des faveurs et essayer de se faire passer pour la victime. Laissez-la épuiser toutes les cartes de son jeu. Puis, quand elle penserait avoir surmonté le pire,
quand elle aurait réussi à convaincre les gens que ce n'était que des erreurs comptables, des procureurs trop zélés ou un malentendu, c'est à ce moment-là que je dirai la vérité aux enfants. Toute la vérité. Sur l'appel vidéo, Gérald lisait une déclaration préparée. Avec effet immédiat, Cassandra Drummond est placée en congé administratif en attendant les résultats de l'audit jury comptable. Toutes les cartes de crédit et tous les comptes de la fondation sont gelés. Le contrat de Brett Fontaine est résilié, et nous transmettons le dossier aux procureurs fédéraux. Le visage de Cassandra remplit l'écran. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai bâti cette fondation. J'ai donné 5 ans de ma vie. Vous n'avez rien donné, dit Gérald tranquillement. Et nous commençons à comprendre exactement à quel point vous n'avez rien donné tout en prenant tout le reste. La réunion fut levée, les écrans s'éteignirent. Je suis resté assis dans mon bureau, regardant la lumière du matin s'infiltrer sur mon bureau, et je me suis permis un petit moment de satisfaction. Phase interminée. La frénésie médiatique a commencé à midi. À 13h, 3 camionnettes de chaînes d'information étaient garées devant le siège de la fondation. À 15h, le visage de Cassandra était sur tous les principaux sites d'information entre San Francisco et New York. Une philanthrope de la tech accusée de détournement de fonds. Une directrice de fondation fait l'objet d'une enquête pour fraude. Un scandale caritatif à 15 millions de dollars secoue la Silicon Valley. J'ai regardé tout cela se dérouler depuis mon bureau. 3 moniteurs affichant simultanément différents fils d'actualité. CNN avait déterré le casier judiciaire de Brett en quelques heures. Un journaliste du San José Mercury News avait déjà relié les sociétés écrans du Delaware au nom de jeune fille de Cassandra. Le Wall Street Journal publiait une chronologie des transactions suspectes. Il faisait mon travail à ma place, et il ne le savait même pas. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. SMS, appels, emails de collègues, d'anciens partenaires commerciaux, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde voulait savoir si j'avais entendu parler de Cassandra, si j'allais bien, s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Je les ai tous ignorés, sauf un. Daniel Park, mon plus vieil ami et procureur fédéral dans le district Nord. Nous nous connaissions depuis Stanford, étions restés proches pendant 3 décennies de carrières divergentes. Il a texté, un café? C'est moi qui invite. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille à Los Altos, assez loin de Palo Alto pour ne croiser personne du monde de la tech. Daniel avait l'air fatigué. Il l'était toujours. Poursuivre la criminalité en col blanc vous vieillissez prématurément. C'est toi qui es derrière tout ça, dit-il. Ce n'était pas une question. Le détournement de fonds, c'est son œuvre. Je me suis juste assuré que les gens le découvrent. Daniel remua lentement son café, songeur. Combien de preuves as-tu? Assez pour la faire condamner. Relevé bancaire, email, virement, témoignages de fournisseurs qui ont reçu des pots de vin. Et ça, c'est juste le côté financier. Il y a plus. J'ai sorti une clé USB et l'ai fait glisser sur la table. Brett Fontaine a fait 4 ans pour fraude sur les valeurs mobilières sous le nom de Brett Gilmore. Cassandra connaissait son casier quand elle l'a engagé. Il y a des emails discutant de la manière de cacher son passé au conseil d'administration. Daniel a empoché la clé sans la regarder. Tu sais, je ne peux pas officiellement accepter ça de toi. Heureusement que nous ne faisons que prendre un café, alors. Il a souri légèrement. Elle va prendre un avocat. Elle l'a probablement déjà fait. Qu'elle le fasse. La phase de communication des pièces va être fascinante. Doug, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois direct avec moi, dit Daniel en se penchant en avant. Est-ce que c'est une question d'argent, ou est-ce que c'est à cause de la liaison? C'est une question de vérité, dis-je. Elle est montée sur une scène que j'ai payée, a porté un toast à un homme avec qui elle couchait et pour qui elle volait, et elle l'a fait devant 300 personnes qui pensaient soutenir une cause caritative. Elle a transformé quelque chose de bien en son jeu personnel. Ça s'arrête maintenant. Tu aurais pu simplement divorcer discrètement. La discrétion ne répare pas ce qu'elle a cassé. Ces sociétés écrans, cet argent manquant. Ça aurait dû aller à des bourses d'études en Steam. Au lieu de cela, ça a payé le style de vie de Brett et les illusions de grandeur de Cassandra. Daniel resta silencieux un long moment. Les enfants sont au courant. Depuis hier. Philippe, Melissa et Tyler, ils sont au courant du détournement de fonds.
Comment l'ont-ils pris? Tyler veut t'aider. Melissa est dévastée. Philippe. Je fis une pause. Philippe m'a demandé si j'étais au courant depuis le début. Si j'attendais le bon moment pour la détruire. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'ai construit des fondations toute ma carrière. Je sais aussi comment les démanteler. Daniel a fini son café. Elle va se battre. Ses avocats plaideront les erreurs comptables, les malentendus, rejetteront toute la faute sur Brett. Elle peut plaider ce qu'elle veut. Les preuves ne se soucient pas de son récit. Et quand la presse s'en prendra à toi? Quand ils commenceront à demander pourquoi le mystérieux donateur 217 a retiré son financement le soir même où elle a porté ce toast? Quand ils feront le lien avec toi? Alors, je leur dirai la vérité. Que je suis l'homme qui a construit la fondation qu'elle a détruite. Que je suis le donateur qui a vu son argent se faire voler. Que je suis le mari qui a été publiquement humilié. Et que je suis celui qui s'est assuré qu'il y ait des conséquences. Daniel se leva pour partir. Pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Elle doit répondre de ses actes. Il ne s'agit pas de ce que je pense qu'elle mérite. Il s'agit de ce que ces enfants que nous étions censés aider méritaient. Ils méritaient mieux que de voir leur avenir volé par l'ego et la cupidité de quelqu'un. Ce soir-là, Cassandra est finalement rentrée à la maison. J'ai entendu sa voiture dans l'allée vers 20h. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Elle est entrée dans mon bureau sans frapper, portant toujours les vêtements de ce matin, le maquillage bavé, les cheveux en désordre. « Nous devons parler, dit-elle. »« Non, nous n'avons pas besoin. »« Laurence, s'il te plaît. » Ça devient incontrôlable. Les médias me détruisent. Le conseil a gelé mes comptes. Je ne peux même pas accéder à mon propre. Ce ne sont pas tes comptes, l'interrompis-je. Ils ne l'ont jamais été. Ce sont des comptes de la fondation. Tu avais juste le droit de signature. Passé simple. C'est toi qui as fait ça. Sa voix était tranchante, accusatrice. C'est toi qui as envoyé ce dossier au conseil. C'est toi qui as retiré le financement. Tu me sabotes parce que tu es jaloux de Brett. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et je n'ai rien ressenti. Ni colère. Ni douleur. Juste un vide immense là où se trouvaient 27 ans de mariage. Je ne suis pas jaloux de Brett, dis-je tranquillement. J'ai pitié de lui. C'est un criminel condamné qui pensait pouvoir se frayer un chemin vers la légitimité grâce à toi. Et tu as été assez arrogante pour penser que tu pouvais voler une fondation que j'ai construite sans que je ne m'en aperçoive jamais. Je n'ai rien volé. C'était des dépenses légitimes. Des honoraires de conseil. 2,3 millions de dollars d'honoraires de conseil à des sociétés écrans que vous avez créées, toi et Brett. Ce n'est pas du conseil, Cassandra. C'est de la fraude. Son visage a changé. La comédie a disparu, et j'ai vu un calcul dans ses yeux. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle demandé. De l'argent? Je le rembourserai. Un divorce? D'accord. Fais juste cesser tout ça. Je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas négociable. Tu vas être mise en examen. Tu vas être poursuivi. Et tu vas faire face aux conséquences de ce que tu as fait. Espèce de salaud moralisateur, siffla-t-elle. Tu as construit cette fondation pour flatter ton propre ego, pour jouer à Dieu avec la vie des autres. Tu ne t'es jamais soucié de ces enfants. Ce qui t'importait, c'était le contrôle. Peut-être, dis-je. Mais je ne les ai pas volés. C'est la différence entre nous. Elle me fixa longuement, puis se retourna et sortit. 3 heures plus tard, son avocat appelait le mien. La guerre avait officiellement commencé. Tyler m'a appelé à 6 heures du matin, 2 jours après que l'histoire a éclaté. J'étais déjà réveillé. Je n'avais pas vraiment dormi depuis que tout avait commencé. Un café à la main, regardant le lever du soleil par la fenêtre de mon bureau, me préparant mentalement à une autre journée de démolition contrôlée. « Papa, nous avons un problème, » dit Tyler sans préambule. Sa voix avait cette tension qu'elle prenait quand il était stressé. Quel genre de problème? Je suis resté silencieux pendant 3 secondes pendant que mon esprit traitait les implications. Comment ont-ils obtenu les résultats? Je ne sais pas,
mais ils les ont. Philippe a dit que le journaliste a cité des chiffres spécifiques du test de paternité. Papa, ça va devenir public. Je me suis assis lourdement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. La révélation de l'ADN devait venir plus tard, selon mes termes, après que le dossier pénal ait été monté. Pas maintenant. Pas comme ça. Où est Philippe? Dans son appartement à Boston. Il ne répond pas aux appels de maman. Il est. Papa, il est vraiment mal en point. Je m'en occupe. Ne parle à aucun journaliste. Dis la même chose à Mélissa. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocat. Marcus a répondu à la deuxième sonnerie. Je sais, dit-il avant que je puisse parler. J'ai déjà eu 3 demandes de médias concernant James Ashworth et la paternité de Philippe. Quelqu'un du laboratoire médical a fait une fuite. Il a probablement été payé une somme importante pour ces dossiers. Pouvons-nous empêcher la publication? Sur quelle base? C'est une information factuelle, obtenue de manière contraire à l'éthique, oui, mais pas assez illégalement pour obtenir une injonction. Et honnêtement, Doug, essayer de la supprimer ne fera qu'amplifier l'histoire. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais Philippe méritait mieux que de découvrir que le monde entier savait que son père n'était pas son père par le biais d'un foutu blog tech. J'ai réservé un vol pour Boston. L'appartement de Philippe était à Cambridge, un immeuble moderne près du MIT où il avait fait son premier cycle avant la faculté de droit. Il m'a ouvert sans me demander pourquoi j'étais là. Quand il a ouvert la porte, il semblait ne pas avoir dormi non plus. « Quand allais-tu me le dire ?» demanda-t-il. Pas de bonjour. Pas de préambule. Juste une question qui le rongeait probablement depuis 2 heures. Je vous l'ai dit il y a 3 jours dans mon bureau, avec ton frère et ta sœur. Non, tu nous l'as dit il y a 3 jours. Le monde l'a découvert ce matin. Il y a une différence. Il avait raison. Il avait absolument raison. Et je n'avais pas de bonne réponse à lui donner. Je suis désolé, dis-je. Les dossiers médicaux étaient censés être confidentiels. Quelqu'un a trahi cette confiance. Pour de l'argent, je suppose. Tout revient à l'argent, n'est-ce pas? Philippe rit amèrement. Maman a volé de l'argent. Tu utilises l'argent pour construire une fondation. Quelqu'un a volé mes résultats ADN pour de l'argent. Ce ne sont que des transactions. Philippe. Sais-tu ce que disent les commentaires? Il m'appelle le fils bâtard. Il spécule pour savoir si maman a trompé pendant tout le mariage. Il demande si tu vas me déshériter. Je suis entré dans l'appartement et j'ai fermé la porte derrière moi. Tu as peur que je le fasse? Je ne sais plus de quoi avoir peur. Toute ma vie est un mensonge. Ma mère est une criminelle. Mon père n'est pas mon père. Et l'homme qui est mon père biologique est mort depuis 15 ans, donc je ne peux même pas lui demander ce qui s'est passé. Il s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. Je me suis assis à côté de lui, ne sachant que dire. Comment réparer ça? On ne peut pas réparer la génétique. On ne peut pas annuler 28 ans de tromperie. James Ashworth était mon partenaire commercial, dis-je finalement. Nous avons fondé Drummond Ashworth Venture ensemble en 1992. Il était brillant, charismatique, avait un don pour voir le potentiel des entreprises avant tout le monde. Il était aussi imprudent et impulsif, et avait l'habitude de prendre des décisions sans penser aux conséquences. Philippe leva les yeux. Comme coucher avec la femme de son partenaire? Je ne sais pas si c'était comme ça. Je ne sais pas si ta mère l'a séduit, s'il l'a poursuivi, ou s'ils sont tombés dedans accidentellement. Je sais juste que c'est arrivé, et que tu en es le résultat. Et tu n'as jamais rien soupçonné? J'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas pendant cette année-là. Ta mère était distante, secrète. Mais je n'ai pas soupçonné ça spécifiquement. Pas avant que tu sois plus âgé et que je commence à remarquer que tu ne me ressemblais pas. Que tu n'avais pas mes manières. Des petites choses qui se sont accumulées avec le temps. Pourquoi n'as-tu pas fait de test plus tôt? Parce que j'avais peur, admis-je. Peur de la confirmation. Peur de ce que cela signifierait. Et parce qu'au moment où j'y songeais sérieusement, tu étais déjà mon fils. Faire un test semblait ne créer que des problèmes sans rien résoudre. Mais tu as fini par faire le test.
Après que ta mère a commencé à voler. Après Brett. Après que j'ai réalisé que toute la fondation de notre mariage était construite sur des mensonges. À ce moment-là, j'avais besoin de tout savoir. Besoin de comprendre toute l'étendue de ce à quoi j'avais affaire. Philippe resta silencieux un long moment. Regrettes-tu de m'avoir élevé? Jamais. Pas un seul instant. Même en sachant que je ne suis pas de toi. Tu es de moi, dis-je fermement. La biologie n'est qu'un type d'héritage. Je t'ai donné tout le reste. Mon temps, mes connaissances, mon soutien. James t'a donné de l'ADN. Je t'ai donné une vie. Mais maman. Ta mère a fait des choix. Des choix égoïstes. Ces choix ne te définissent pas, Philippe. Ils n'effacent pas la personne que tu es devenue. Il me regarda avec des yeux qui étaient ceux de James Ashworth, je pouvais le voir maintenant, aussi clair que le jour, et dit, le journaliste m'a demandé si j'allais te poursuivre pour préjudice moral ou fraude ou quelque chose comme ça. Tu as peur que je le fasse? Non. Pourquoi pas? Parce que tu vaux mieux que ça. Et parce que malgré tout, je te fais confiance. Philippe hocha lentement la tête. Le journaliste a aussi demandé si je te reprochais les crimes de maman, de l'avoir dénoncé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit et sans commentaire. Mais pour info, papa, je ne te blâme pas. Elle a fait ses choix. Tu t'assures juste qu'elle y fasse face. J'ai posé une main sur son épaule. Ça va empirer avant de s'améliorer. Les médias vont fouiller dans tout. Ton enfance, ta relation avec ta mère, les spéculations sur James. Ce sera invasif et douloureux. Ça ne peut pas être pire que ce qui s'est déjà passé. Ça peut toujours être pire. Mais nous nous en sortirons. Tous ensemble. Même maman. Ça dépend si elle apprend à dire la vérité pour une fois dans sa vie. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Marcus. Cassandra vient de donner une interview à NBC. Elle prétend que tu la pièges par vengeance. Dit que tu as été psychologiquement abusif pendant des années. J'ai montré le SMS à Philippe. Il l'a lu et a secoué la tête. Et voilà, ça commence, dit-il. Ça commence, en effet. La phase de communication des pièces fut une chose magnifique à observer. Les avocats de Cassandra ont tout essayé, requête en irrecevabilité de preuves, allégation de perquisition et saisie illégale, argument sur le privilège conjugal. Chaque requête a été rejetée. Les procureurs fédéraux n'engagent pas de poursuite à moins que le dossier ne soit en béton. Et Daniel Park avait construit quelque chose de plus solide que du béton. Il avait construit quelque chose de chirurgical. Je suis assis dans son bureau 3 semaines après la révélation initiale, examinant l'acte d'accusation final avant qu'il ne soit soumis au grand jury. 18 chefs d'accusation. Fraude par virement, fraude postale, blanchiment d'argent, évasion fiscale, complot en vue d'escroquer une organisation caritative. Elle risque 20 ans si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, dit Daniel en faisant glisser le document sur son bureau. Quelle est la peine réaliste? Probablement 8 à 12 ans. Si elle plaide coupable et montre des remords, peut-être 6. Mais Lorraine, je dois te demander quelque chose. Es-tu prêt pour la suite? Que veux-tu dire? Sa défense va se concentrer sur toi. Ils te dépeindront comme un mari contrôlant qui a orchestré toute cette enquête par jalousie. Ils prétendront que tu as manipulé les finances de la fondation pour la piéger. Ils traîneront ton nom dans toute la boue qu'ils pourront trouver. Qu'ils essaient. Je suis sérieux. Ils vont t'assigner à comparaître tes emails personnels, tes dossiers financiers, tes notes de thérapie si tu as déjà vu un thérapeute. Ils interrogeront tes collègues, tes amis, quiconque pourrait dire quelque chose qui soutient leur récit. Daniel, j'ai passé 35 ans dans le capital risque. J'ai survécu à des OPA hostiles, à de l'espionnage concurrentiel et à des enquêtes de la SEC. Quoi que ces avocats me lancent, j'ai vu pire. Il hocha lentement la tête. D'accord, mais les enfants? Ils vont être appelés à témoigner. Les deux parties les voudront. Cela me fit marquer une pause. Pouvons-nous éviter ça? Peu probable. Ils sont témoins de la dynamique familiale, du comportement de Cassandra, des opérations de la fondation. Philippe y a travaillé un été pendant ses études de droit. Mélissa y a fait du bénévolat pendant 2 ans.
L'étude de cas de Tyler a identifié certaines des irrégularités financières. Ils sont tous pertinents. J'ai pensé à Philippe, qui digérait encore la révélation que je n'étais pas son père biologique. À Melissa, qui avait pleuré pendant 3 jours d'affilée en apprenant les crimes de sa mère. À Tyler, qui s'était jeté à corps perdu dans la constitution du dossier parce que l'action était la seule façon qu'il connaissait pour faire face. Nous gérerons, dis-je. Ils sont plus forts que Cassandra ne le pense. En parlant de force, dit Daniel en sortant un autre dossier. Nous avons trouvé autre chose. Tu veux voir? Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des clichés de surveillance d'un détective privé. Cassandra et Brett, mais pas à San Francisco. Celle-ci datait d'il y a 3 ans, prise à Portland, Oregon. Nous avons retracé les enregistrements des sociétés écrans, expliqua Daniel. L'un d'eux a été déposé en personne dans un bureau de Portland. Les images de sécurité montrent Cassandra et Brett là-bas, ensemble, signant des documents. Il y a 3 ans, Lorraine. Ce n'était pas quelque chose de récent. J'ai étudié les photos. Cassandra avait l'air plus jeune, plus heureuse. Brett ressemblait à un homme qui pensait avoir trouvé son ticket d'or. Depuis combien de temps préparait-il ça? D'après les traces écrites, au moins 4 ans, peut-être plus. Ils ont été patients, méthodiques. De petites sommes au début, pour tester le système. Quand personne n'a remarqué, ils sont devenus plus audacieux. Pendant des années, alors que je finançais des bourses et construisais des programmes, elle les volait systématiquement. Il y a encore une chose, dit Daniel doucement. Nous avons trouvé des polices d'assurance vie. Elle a souscrit 2 polices sur toi, à 18 mois d'intervalle. Valeur combinée, 12 millions de dollars. Tu es répertorié comme n'étant pas au courant des polices. La pièce devint glaciale. Suggères-tu que? Je ne suggère rien, mais le FBI a signalé cela comme suspect. 2 grosses polices, aucune ne t'a été divulguée. Toutes 2 souscrites pendant la même période où elle détournait des fonds avec Brett. C'est un élément de données. Elle ne ferait pas ça. Vraiment, Lorraine? Cette femme a volé des enfants malades. Elle a menti sur la paternité de son fils pendant 3 décennies. Elle est capable de plus que tu ne le penses. Je me suis adossé à ma chaise, digérant l'information. Les polices pouvaient être innocentes. Les conjoints fortunés souscrivaient souvent des assurances l'un sur l'autre. Ou elles pouvaient être quelque chose de plus sombre. Une planification pour un avenir où je ne serai plus dans le tableau. Que faisons-nous de cette information pour l'instant? Rien. Mais si ces avocats essaient de la présenter comme une victime, nous nous réservons le droit de l'introduire comme preuve de préméditation et de malveillance. J'ai regardé Daniel. Tu penses qu'elle prévoyait de me tuer? Je pense qu'elle prévoyait toutes les éventualités. Que cela inclut ta mort ou simplement ton inutilité, je ne saurais le dire. Mais ces polices existent, et elles racontent une histoire. J'ai quitté son bureau en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Une colère sincère. Pas la fureur froide et calculée qui m'avait poussé à exposer ses crimes. Une vraie colère brûlante face à la profondeur de sa trahison. Elle n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait volé la confiance, la famille, des décennies de vie partagée. Et elle l'avait fait avec une telle précision calculée qu'elle s'était même assurée contre le risque de mon interférence. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tyler. L'avocat de maman a appelé. Elle veut nous rencontrer tous. Dit qu'elle doit tout expliquer avant le procès. Que dois-je lui dire? J'ai tapé en réponse, dis-lui non. Elle a eu 27 ans pour expliquer. Elle a choisi les mensonges à la place. L'audience de libération sous caution de Cassandra était un cirque. Les médias envahissaient le palais de justice. Les caméras s'alignaient sur les marches. Les journalistes criaient des questions pendant que son équipe juridique essayait de la faire passer par l'entrée latérale. Elle portait un tailleur bleu marine conservateur, un maquillage minimal, les cheveux tirés en arrière, le costume d'une femme essayant de paraître sympathique. J'ai observé depuis le fond de la galerie de la salle d'audience. Casquette de baseball baissée, passant inaperçue dans la foule. Je voulais voir comment elle allait jouer ça. L'accusation a soutenu qu'elle présentait un risque de fuite, ressources financières importantes, relations à l'étranger, risquant des décennies de prison.
Ils ont demandé que la caution soit fixée à 5 millions de dollars en espèces. Son avocat a rétorqué qu'elle était un pilier de la communauté, une philanthrope dévouée, une mère de 3 enfants qui avait consacré sa vie au service public. Le risque de fuite était absurde. Elle avait des racines ici, des obligations familiales. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années nommée Patricia Holbrook, semblait peu impressionnée. Madame Drummond, dit la juge Holbrook, vous êtes accusée d'avoir volé 2,3 millions de dollars à une fondation caritative dédiée à aider les enfants défavorisés. Les preuves semblent substantielles. Pourquoi devrais-je croire que vous vous présenterez au procès? Cassandra se leva, et je pus voir son avocat grimacer légèrement. Il n'avait pas voulu qu'elle parle. Votre honneur, je comprends comment cela peut paraître. Mais je vous jure que je n'ai jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit. Ces fonds étaient des dépenses légitimes, des frais administratifs qui ont été mal catégorisés. Mon mari, sa voix se brisa à la perfection. Mon mari est un homme contrôlant qui utilise cette situation pour me détruire parce que je voulais divorcer. Voilà le récit de la victime. Ces accusations n'ont rien à voir avec des différends conjugaux, dit sèchement la juge Holbrook. Elles concernent 18 chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds. Mais votre honneur, c'est lui qui a déposé les plaintes. C'est lui qui a remis des dossiers financiers privés. C'est une vendetta, pas une poursuite. Madame Drummond, ça suffit. La caution est fixée à 3 millions de dollars en espèces ou par obligation. Vous remettrez votre passeport immédiatement. La surveillance électronique est obligatoire. Affaire suivante. Le marteau est tombé. Cassandra semblait abasourdie. Elle s'attendait à de la sympathie, elle a eu de la procédure. Alors qu'on la faisait sortir, ses yeux ont balayé la galerie. L'espace d'un instant, ils ont croisé les miens. La reconnaissance a traversé son visage, suivi de quelque chose de plus dur. De la haine, peut-être, ou de la peur. Je n'ai pas détourné le regard, j'ai juste soutenu son regard jusqu'à ce qu'elle se retourne et disparaisse par la porte latérale. Dehors, j'ai attendu près de ma voiture. Alors que le brouhaha médiatique continuait sur les marches du palais de justice, mon téléphone a sonné. C'était Philippe. Papa, je t'ai vu aux informations. Tu étais à l'audience. En arrière-plan seulement. Je voulais voir comment elle se comporterait. Et elle a essayé de jouer la victime. Ça n'a pas marché. Philippe resta silencieux un moment. Mélissa veut payer sa caution. Elle m'appelle en pleurant toute la matinée, disant que nous ne pouvons pas laisser maman en prison. C'est l'argent de Mélissa, c'est son choix. Mais si nous payons la caution, est-ce que ça ne nous rend pas complices? Comme si nous soutenions ce qu'elle a fait. Non. Ça fait de vous ses enfants. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un même quand il a fait des choses terribles. Ce n'est pas de la complicité. C'est de l'humanité. Est-ce que tu paierais sa caution? Non. Mais je ne suis pas son enfant. Je suis l'homme qu'elle a trahi. Relations différentes, obligations différentes. Tyler dit que payer la caution est stupide. Il dit que ce serait jeter de l'argent par les fenêtres parce qu'elle s'enfuirait probablement de toute façon. Tyler est pragmatique. Parfois trop pragmatique. Qu'en penses-tu, toi? Une autre longue pause. Je pense que je suis en colère contre elle pour tout. Les mensonges, le vol, la façon dont elle essaie de faire de toi le méchant. Mais je pense aussi. Il s'arrêta. Je pense qu'elle est toujours ma mère. Et je ne veux pas qu'elle ait peur et qu'elle soit seule. Alors aide Mélissa à payer la caution. Sois là quand elle sortira. Montre-lui que tu tiens toujours à elle, même si tu ne cautionnes pas ce qu'elle a fait. Et toi? Est-ce que ça te dérangera si nous faisons ça? Philippe, je veux que tu fasses ce qui t'aide à dormir la nuit. Il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit pour toi de découvrir qui tu veux être dans cette situation. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture, regardant le palais de justice se vider lentement. Les journalistes remballaient leur matériel. Les avocats se dispersaient vers leur prochain rendez-vous. La vie continuait, comme toujours. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un email de Gérald Hutchkin de la Fondation. Lorraine, le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour renommer la Fondation en votre honneur. La Fondation Drummond pour l'innovation.
Nous aimerions l'annoncer lors d'une conférence de presse la semaine prochaine. Serez-vous présent? J'ai fixé l'email pendant un long moment. Il voulait y mettre mon nom. Me rendre visible. Faire de moi un monument, alors que j'étais un fantôme. Tout ce que j'avais évité pendant 19 ans. Parce qu'en fin de compte, c'était la différence entre Cassandra et moi. Elle voulait son nom en lettres de lumière. Je voulais juste que les lumières brillent sur les gens qui le méritaient. Cassandra a plaidé coupable 4 mois plus tard. Ses avocats étaient à court de requêtes, de stratégies, de moyens de présenter les preuves sous un jour défendable. L'accord était de 7 ans dans une prison fédérale, la restitution de 2,3 millions de dollars plus les intérêts, et une interdiction permanente de siéger au conseil d'administration de toute organisation à but non lucratif ou caritative. Brett a accepté un accord séparé, 10 ans, témoin coopérant contre Cassandra en échange de recommandations de réduction de peine. L'honneur chez les voleurs, apparemment, ne dure que jusqu'à la première offre de plaidoyer. L'audience de détermination de la peine a été brève. Cassandra a fait une déclaration soigneusement formulée et approuvée par son avocat, exprimant des regrets sans réellement admettre sa culpabilité. La juge Holbrook a semblé peu impressionnée et a prononcé la sentence sans modification. Je n'y ai pas assisté. Ni Philippe, ni Melissa, ni Tyler. Nous avions fait nos adieux à notre manière. Philippe lui avait rendu visite une fois en détention, était rentré ensuite et avait dit qu'il lui avait dit qu'il l'aimait mais ne pouvait pas soutenir ce qu'elle avait fait. Melissa avait écrit une lettre qu'elle n'a jamais envoyée. Tyler était simplement allé de l'avant, ce qui était sa façon de faire face. La fondation a été restructurée sous une nouvelle direction. Gérald Hutchkin est resté président, Amanda Price directrice financière. Ils ont mis en place des contrôles financiers qui rendraient le détournement de fonds pratiquement impossible. En 8 mois, la confiance des donateurs était revenue. En 1 an, nous avions dépassé nos niveaux de financement précédents. Philippe et moi dînions ensemble une fois par mois maintenant. Nous ne parlions pas de biologie, de paternité ou de James Ashworth. Nous parlions des affaires sur lesquelles il travaillait, des investissements que j'envisageais, de la vie qui allait de l'avant. Il était mon fils de toutes les manières qui comptaient. L'ADN n'y changeait rien. Le divorce a été finalisé alors que Cassandra était en détention. Elle a signé les papiers sans contester. J'ai gardé la maison, les investissements, tout ce que j'avais construit. Elle n'a rien gardé parce qu'elle n'avait rien gagné. Je ne suis jamais retourné dans cette salle de bal, je n'ai jamais assisté à un autre gala. Au lieu de cela, j'ai financé des bourses discrètement, anonymement, comme je l'avais toujours fait. Laissant les autres prendre le mérite. Laissant les projecteurs briller sur les enfants qui le méritaient. Certains hommes construisent des empires et mettent leur nom sur des bâtiments. J'avais appris une leçon différente. Les fondations les plus solides sont celles que personne ne voit jusqu'à ce que quelque chose essaie de les détruire. Et la mienne avait tenu bon. Le café de Palo Alto était calme un mardi matin. J'étais assis dans ma cabine habituelle du coin, ordinateur portable ouvert, examinant les rapports trimestriels de la fondation. Les inscriptions à nos programmes Steam étaient en hausse de 43%. Les demandes de bourse avaient triplé. Le scandale, ironiquement, avait attiré l'attention sur la cause. Tyler s'est glissé dans la cabine en face de moi, un café à la main. Il avait terminé son MBA et travaillait dans une start-up d'énergie propre que j'avais aidé à financer. Un gamin vif, pragmatique. Il irait loin. Philippe est fiancé, dit Tyler sans préambule. Je sais. Il m'a appelé hier. Rachel semble être une bonne personne. Il veut que tu le conduises à l'hôtel. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Il a dit ça? Il a dit, papa devrait m'accompagner s'il est d'accord. Ce sont ses mots exacts. Quelque chose dans ma poitrine s'est légèrement détendu. Dis-lui que ce serait un honneur. Melissa nous a rejoints 5 minutes plus tard, fraîchement sortie d'un cours de yoga matinal. Elle était revenue en Californie, travaillait dans les technologies de l'éducation, semblait en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des années. Maman m'a appelé hier, dit Melissa doucement. Nous l'avons tous les deux regardé. De prison, demanda Tyler. Oui. Elle voulait que je lui rende visite. Elle a dit qu'elle suit une thérapie, qu'elle travaille sur des choses. Elle veut s'excuser correctement. Tu vas y aller, demandai-je.
Je ne sais pas. Peut-être, un jour. Mélissa remua lentement son latte. C'est toujours ma mère, même si elle est. Même si elle a fait des choses terribles. C'est juste, dis-je. Tu n'as pas à décider aujourd'hui. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment. Mes 3 enfants ont enfin, 2 biologiques, un nom, mais cette distinction avait cessé d'avoir de l'importance en cours de route. Ils étaient ce qu'ils avaient toujours été. Les miens. La fondation veut organiser un événement pour le 20e anniversaire, dis-je, changeant de sujet. Gérald insiste pour quelque chose de grand. Reconnaissance des donateurs, couverture médiatique, tout le tralala. Tu y vas, demanda Mélissa. Probablement pas. Ça n'a jamais été mon style. Papa, dit Tyler en se penchant en avant. Tu as construit cette fondation. Tu l'as sauvée quand maman a essayé de la détruire. Tu n'as plus à te cacher. Je ne me cache pas. Je choisis simplement où je me tiens. Et c'est où? J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé mes enfants. Forts, intelligents, résilients malgré tout ce qu'ils avaient traversé. Juste ici, dis-je. Avec les gens qui comptent. Tout le reste n'est que du bruit. Tyler a souri. Mélissa a tendu la main et a serré la mienne. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. La fondation continuerait. Les bourses seraient financées. Les enfants qui avaient besoin d'opportunités les obtiendraient. Et mon nom resterait là où il avait toujours été, en arrière-plan, soutenant la structure. Invisible mais essentiel. Certains héritages se mesurent en bâtiments et en monuments. D'autres se mesurent en vie changée, en avenir construit, en fondations qui tiennent bon quand tout le reste s'effondre. J'avais choisi la seconde voie, et je le referai.